Merci de cette invitation. Je crois que c'est moi qui commence. Alors peut-être sur un programme ancien, vous aviez vu que c'était Madame le docteur Clément qui devait intervenir, mais en fait elle a la Covid, puisqu'on c'est féminin, donc elle a la Covid et donc elle ne veut pas venir, donc je la remplace. Donc j'ai commencé à travailler sur les questions de violence au début des années 2000. Et à l'époque, je suis toujours, j'étais très proche de l'éducation nationale et il faut savoir qu'il y avait déjà beaucoup d'inquiétudes des enseignants sur la violence en milieu scolaire. Et donc, je me suis interrogé sur la meilleure manière de prévenir la violence le plus tôt possible pour donner aux enfants des bonnes habitudes et leur permettre de vivre de manière plus sereine, plus conviviale. Et donc, pour ce faire, il m'a semblé important, tout autant que de réduire la violence, d'augmenter ce qui s'y oppose. Or, il y a un concept qui m'a paru très productif, c'est le concept d'empathie. Et donc, du coup, j'ai imaginé une activité théâtrale qui s'appelle le jeu des trois figures, qui est pratiqué par les enseignants à raison d'une fois par semaine, de préférence par demi-classe. Voilà, donc on a un agrément éducation nationale, on travaille dans le cadre du programme phare de prévention de la violence, puis on est reconnu d'intérêt public. Donc, j'avais préparé un PowerPoint, mais je ne sais pas s'il va apparaître. Si, il va apparaître. Donc, il y a une seule image au moins dont j'aimerais bien pouvoir bénéficier dans le PowerPoint. Si c'est possible, si vous pouvez y aller directement, on gagnera du temps. C'est la fameuse image du bateau, vous ne pouvez pas la rater. Voilà. Ah ben voilà, donc très bien. Donc vous allez au slide suivant. Pardon? Une petite demi-heure? Voilà. Donc voilà, donc l'empathie, vous en avez tous entendu parler, donc il ne faut pas se tromper, hein, voilà. Si vous pensez que c'est une compétence uniquement émotionnelle, vous avez tout faux. On va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si vous pensez que c'est la capacité de se mettre à la place d'autrui, ben, ça se discute parce que quand je reçois une femme violée dans mon cabinet, si je lui dis écoutez, oui, je me mets à votre place, bon, elle va quand même trouver que j'exagère, voilà. Donc non, ce n'est pas la capacité de se mettre à la place d'autrui, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors le slide suivant, voilà. Alors je vous ai mis cette petite coupe de cerveau. Alors ça fait un peu universitaire, mais parce que maintenant, si on ne met pas une coupe de cerveau, on passe pour un âne dans toutes les présentations publiques. Donc l'idée de cette petite coupe de cerveau, c'est de vous montrer que l'empathie, c'est vraiment quelque chose de très complexe dans la vie mentale, puisque vous voyez, quand quelqu'un éprouve de l'empathie, eh ben, il y a des zones en rouge qui s'allument, ça veut dire des zones cérébrales qui travaillent plus que d'autres. Et vous voyez, il y en a derrière, dans les régions, derrière la partie postérieure du cerveau, des régions qui concernent les sensations, les émotions. Il y en a dans la partie basse, il y en a dans la partie frontale. Donc, une composante complexe, une compétence complexe, et vous voyez, une construction mentale, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est une construction mentale, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr, en fait, que ce qu'on imagine que l'autre éprouve est réellement ce qu'il éprouve. C'est pour ça que, en général, la porte d'entrée dans l'empathie, elle est émotionnelle. On ressent des sentiments positifs pour les gens qui souffrent, des sentiments négatifs pour les agresseurs. Mais en même temps, on peut se tromper. Et donc, c'est là que c'est important de faire intervenir l'observation, la mémoire, les connaissances, le raisonnement. Et vous voyez, c'est là que toutes ces zones cérébrales sont mises à contribution. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, alors ça s'appelle Les deux adolescentes. C'est une petite histoire que je vais vous raconter. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi je vous l'ai raconter en illustrant qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'empathie, du point de vue de la violence, du point de vue de la capacité de se mettre à la place d'autrui dans cette petite situation simple. Donc vous imaginez deux adolescentes, mais ça pourrait être aussi deux adolescents. On va dire, il y en a une qui est l'adolescente A, l'adolescente B. L'adolescente A arrive à l'école, elle est souriante. L'adolescente B arrive, voit sa copine souriante et lui dit « Ah, tu... » Et elle ajoute « J'en déduis que tu es content. » Ben, ça n'a l'air de rien, mais la capacité de pouvoir mettre un nom sur l'émotion éprouvée par quelqu'un, c'est déjà beaucoup. Et on voit aujourd'hui des enfants qui ont de la difficulté à se représenter clairement l'émotion d'autrui. Alors si évidemment vous croisez quelqu'un de joyeux et vous ne comprenez pas qu'il est joyeux, ce n'est pas très grave. Mais si vous pensez quelqu'un rigolant et qu'il a une mimique de souffrance et que vous ne comprenez pas qu'il souffre, c'est très embêtant.
Donc déjà, l'identification des mimiques, c'est quelque chose de très très important et on travaille beaucoup là-dessus. Il y a de plus en plus de programmes pour permettre aux enfants de ne pas se tromper sur la mimique de leurs interlocuteurs. Et cette identification des mimiques, aujourd'hui, elle est d'autant plus compliquée que beaucoup d'enfants regardent beaucoup la télévision. Il y a des programmes de dessins animés qui vont très vite, avec des mimiques très caricaturales, extrêmement caricaturales, mais en même temps, qui passent sur l'écran 1 seconde, 2 secondes. Et donc, du coup, l'enfant n'a pas le temps de les intérioriser et de les identifier clairement. Donc, vous voyez, la première étape de l'empathie, c'est d'identifier l'émotion d'autrui. L'adolescente A arbore un sourire. L'adolescente B dit « je te vois sourire ». J'en déduis que tu es contente, c'est l'empathie émotionnelle. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? L'adolescente B va probablement dire d'habitude, tu n'es pas aussi contente, pourquoi tu es aussi contente aujourd'hui? C'est très bien, ça prouve que l'adolescente B ne s'imagine pas que si l'adolescente A est contente, c'est parce qu'elle va partir au ski la semaine prochaine. Parce que l'adolescente B va partir au ski la semaine prochaine. Mais elle pourrait très bien dire, tiens, je vois que tu es contente, tu pars au ski la semaine prochaine? Parce qu'elle part au ski la semaine prochaine. Non, l'adolescente B, elle est plus maligne que ça, et donc elle va dire, pourquoi tu es contente? C'est-à-dire qu'elle va partir de l'idée que ce qu'éprouve l'autre, ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons que soi. L'adolescente B, peut-être, n'est contente quand elle part au ski, mais elle est capable d'imaginer que l'adolescente A peut être contente pour autre chose. Et ça, c'est la composante cognitive de l'empathie. La capacité de pouvoir se représenter que l'autre a la même émotion que moi, c'est la composante émotionnelle, mais pour une autre raison que moi. Donc l'adolescente B va lui dire « Et pourquoi tu es contente ?» L'adolescente A va dire par exemple, parce que dimanche, c'est l'anniversaire de mon frère, il y aura de la tarte aux pommes et j'adore la tarte aux pommes. Bon, alors si l'adolescente B aime bien la tarte aux pommes, elle va dire, tu as de la chance, moi à ta place, je serais contente aussi parce que je l'adore. Voilà. Mais peut-être l'adolescente B ne va pas aimer du tout la tarte aux pommes. Alors elle va dire, la tarte aux pommes, c'est dégueulasse, c'est pas bon, moi j'aime pas ça. Bon, si elle est capable de reconnaître qu'on peut aimer ou ne pas aimer la tarte aux pommes, il n'y a pas de problème. Mais peut-être l'adolescente B va dire, la tarte aux pommes, c'est pour les cochons, c'est dégueulasse. Il faut être malade pour manger ça. Tu devrais aller te faire soigner. Alors évidemment, l'histoire de la tarte aux pommes, ça vous fait rigoler, mais imaginez des choix sexuels. Ça devient plus compliqué. Il y a quand même des gens qui disent certains choix sexuels, c'est pas possible, c'est amoral, c'est dégueulasse. Voilà. Donc l'adolescente B, vous voyez, elle peut très bien avoir de l'empathie émotionnelle, je vois que tu es contente, voilà. De l'empathie cognitive, je comprends que tu es contente pour une autre raison que moi, c'est de manger la tarte aux pommes, mais elle n'aura pas, dans l'hypothèse que je vous donne, la capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui, et c'est la troisième compétence de l'empathie, se mettre émotionnellement mettre émotionnellement à la place d'autrui, pas seulement intellectuellement, mais émotionnellement à la place d'autrui. Donc on va terminer la séquence des deux adolescentes et on va imaginer que l'adolescente B, elle a cette compétence et elle va dire quoi? Elle va dire « Ah bon, tu es contente de manger de la tarte aux pommes dimanche, mais moi j'aime pas du tout la tarte aux pommes, je trouve ça dégueulasse, mais si je l'aimais autant que toi, je me réjouirais d'en manger dimanche. » Et là, vous avez l'empathie complète. Mais cette empathie complète, elle est tout de suite, il faut tout de suite la relativiser parce qu'elle est soumise à ce qu'on appelle un biais de familiarité. Le biais de familiarité, c'est que ces deux adolescentes, elles se connaissent bien, elles se retrouvent à l'école, et l'adolescente B, elle connaît bien l'adolescente A, elle a beaucoup de sympathie pour elle, ce qui n'est pas de l'empathie, et donc du coup, elle peut pousser ce raisonnement jusqu'au bout. Je n'aime pas la tarte aux pommes, mais si je l'aimais, je me réjouirais autant que toi d'en manger dimanche. Mais par contre, l'adolescente B, elle peut très bien, quelques minutes après, dire quelque chose du genre « T'as vu les migrants qui arrivent, ils vont nous envahir, on perd notre identité nationale. S'ils pouvaient tous couler dans la Méditerranée, on serait plus tranquille. » Et ça, c'est quelque chose qui a été identifié par quelqu'un qui s'appelle Martin Hoffman, qui est le biais de familiarité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup d'empathie pour les gens de votre famille, les gens de votre groupe social, les gens de votre religion, et pas du tout d'empathie pour d'autres groupes. C'est le biais de familiarité. Or, ce biais de familiarité, il est incontournable. C'est-à-dire que quand il y a tout pour tout le monde peut vivre en paix. Mais aussitôt qu'il n'y a plus tout pour tout le monde, eh bien, forcément, le biais de familiarité intervient et chacun réserve son empathie pour les gens dont il se sent le plus proche.
Et là, vous avez une origine importante à comprendre de tous les conflits graves qui déchirent des communautés, lorsque dans ces communautés, il y a une restriction de l'alimentation, du travail, de possibilité de se déplacer, etc. Voilà, donc vous mettez le slide suivant et on va faire un petit bateau qui va vous permettre de comprendre tout ça de manière beaucoup plus claire, de le visualiser. Donc vous voyez, c'est un petit bateau, tous les bateaux ont une coque. Ça veut dire que tous les humains ont une compétence empathique. Mais ce n'est pas forcément la même pour tout le monde. Vous voyez, l'empathie émotionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, la capacité de reconnaître, de passer, de comprendre que si quelqu'un sourit, il est content, si quelqu'un fronce les sourcils, il n'est pas content, c'est quelque chose qui apparaît à peu près aux alentours de 1 an. Et vous allez me dire, même ceux qui seront pourtant avant 1 an, si une maman sourit à son bébé, c'est plus souvent les mamans que les papas qui s'en occupent, si une maman sourit à son bébé, le bébé sourit. Si la maman fronce les sourcils, le bébé fronce les sourcils. Si la maman tire la langue, le bébé tire la langue. Oui, mais avant à peu près 8 mois, 1 an, le bébé n'est pas capable de faire la différence entre lui-même et l'autre. On réserve le mot d'empathie aux situations dans lesquelles chacun est capable de faire la différence entre lui-même et l'autre. Donc avant 8 mois, 1 an, on ne parle pas d'empathie, on parle seulement d'empathie émotionnelle à partir d'1 an. La deuxième compétence empathique, l'empathie cognitive, dans mon histoire des 2 adolescentes, le fait de pouvoir dire « je vois que tu es contente, mais tu peux être contente pour une autre raison que ce qui, moi, me rendrait heureuse », c'est la compétence empathie cognitive. Et cette compétence, elle apparaît vers 4 ans et demi. Je regarde ici quel temps. Ouais, très bien, je vais vous raconter une petite anecdote parce que je trouve qu'elle est très éclairante sur l'empathie cognitive. Si vous avez des enfants autour de vous, vous devez bien en avoir qui peuvent avoir 3, 4, 5, 6 ans, vous faites l'expérience suivante. En plus, c'est bientôt Noël, c'est la période s'y prête. Vous achetez une boîte de bonbons ou de chocolat, alors sans papier transparent dessus, hein, c'est-à-dire une boîte en carton, en bois, voilà, ou en métal, mais en tout cas une boîte sur laquelle les bonbons sont dessinés, mais on ne les voit pas dedans. C'est très important pour l'expérience. Donc vous achetez cette boîte, et puis vous la montrez à un enfant de votre entourage, ou plusieurs, de 3, 4, 5, 6 ans, et vous leur demandez qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, ben, ils ne vont pas hésiter, il y a des bonbons dessinés dessus, ils vont vous dire des bonbons. Ben, vous leur dites bravo, il faut quand même les féliciter, vous ouvrez la boîte, tu as gagné, vous leur donnez des bonbons, très bien, quelques-uns, et puis vous leur dites, ben maintenant, on va enlever les bonbons de la boîte, on va mettre les bonbons dans ce tiroir, et puis on va remplacer les bonbons par des petits bouts de papier. Bon, ben, c'est très rigolo, on met les bonbons dans le tiroir, on met des petits bouts de papier dans la boîte, et puis vous refermez la boîte, pleine de petits bouts de papier, puis vous dites à l'enfant avec lequel vous avez mis des bouts de papier, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il va vous dire, il y a des bouts de papier, on vient de les mettre, il y a des bouts de papier. Jusque-là, ça roule, quel que soit l'âge. Puis vous allez dire ensuite à l'enfant, maintenant on va appeler ton papa, ta maman, ton frère, ta sœur, on va lui demander qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. À ton avis, qu'est-ce qu'il va répondre? Et alors là, ça marche à tous les coups. Avant 4 ans et demi, l'enfant répond, ben, il va répondre qu'il y a du papier, puisqu'on vient de le mettre. Et à partir de 4 ans et demi, l'enfant dit, ah ah, il va croire qu'il y a des bonbons, parce qu'il ne sait pas qu'on a mis du papier. Et ça, c'est l'empathie cognitive. C'est la capacité de se représenter que l'autre, ayant une expérience du monde différente de la mienne, a une représentation du monde différente de la mienne. Mais voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, déjà, c'est une expérience complexe parce que peut-être vous allez avoir des enfants qui vont dire, quand on va lui dire, par exemple, on va appeler ton petit frère, il y a peut-être un enfant qui va dire, oh, il va être déçu quand il va voir qu'il y a du papier. Oh, ça va me faire de la peine, on va lui donner des bonbons quand même, bien qu'il soit dans le tiroir. Hein. Puis vous avez les enfants qui vont dire, ouah, on va rigoler, on va se moquer de lui, ah, ah, peut-être il va pleurer, il est drôle quand il pleure, hein, voilà. C'est-à-dire que déjà, autour de ça, vous avez des enfants qui vont témoigner en fait de la même compétence empathie cognitive, mais qui ne vont pas avoir la même capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui. Puisque le premier, celui qui dit « mon frère sera très triste et on lui donnera des bonbons quand même », il se met émotionnellement à la place d'autrui. Celui qui dit « on va se moquer de lui parce que quand il pleure, il est drôle », il ne se met pas émotionnellement à la place d'autrui. Vous comprenez? Si vous avez compris ça, vous avez tout compris sur l'empathie. Et donc, ce qu'il faut, et ensuite l'empathie mature, ça va être justement cette capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui. Alors, je vous ai dit l'empathie émotionnelle vers 8 mois, 1 an, l'empathie cognitive vers 4 ans et demi. Alors, l'empathie émotionnelle, elle s'installe toute seule, hein, sauf
sauf cas de pathologie, sauf cas de handicap, pathologie mentale, notamment l'autisme, sinon elle s'installe toute seule. Ceci dit, elle peut régresser. Des études ont montré que des enfants grandissant dans des situations de guerre civile réduisent complètement leur empathie émotionnelle à la reconnaissance de 2 émotions seulement, dangereux, pas dangereux. Et vous ne pouvez pas vous payer le luxe, quand vous êtes dans une situation de guerre civile, qu'il peut y avoir des ennemis partout, de rentrer dans la finasserie, il est angoissé, il est amer, il est suspect. Non, il est dangereux, il n'est pas dangereux. Donc un appauvrissement considérable en situation de violence quotidienne de l'éventail de l'empathie émotionnelle. Mais bon, sinon, l'empathie émotionnelle se construit à peu près chez tout le monde, encore une fois, sauf handicap, notamment autisme. L'empathie cognitive, elle ne se construit pas trop mal parce qu'en général, les parents y veillent. Pas du tout consciemment, mais simplement ils disent ton petit frère, il ne pense pas comme toi parce qu'il a 4 ans de plus, ou ta petite sœur, elle ne pense pas comme toi parce que c'est une fille, ou quand tu seras grand, tu verras les choses autrement. Donc l'enfant, naturellement, est invité à construire l'empathie cognitive, c'est-à-dire à penser que les autres ne voient pas le monde comme lui. Voilà. Et alors en revanche, l'empathie mature, il faut la pousser. Il faut la pousser, il faut la pousser, il faut la pousser. C'est pour ça que j'ai inventé le jeu des 3 figures. Il faut vraiment l'encourager. Voilà, on en parlera un plus tout à l'heure pour voir comment, mais il faut vraiment l'encourager. Mais avant de l'encourager, alors slide suivant, s'il vous plaît, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on a vu qu'un petit morceau du bateau. Pour bien comprendre comment ces formes d'empathie se construisent, il faut que vous ayez à l'esprit qu'en fait, tout ce que je vous ai dit sur l'empathie pour autrui, ça fonctionne aussi dans l'empathie pour soi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas identifier clairement les émotions d'autrui si vous n'identifiez pas clairement vos propres émotions. Et vous ne pouvez pas identifier clairement vos propres émotions si vous n'arrivez pas à identifier les émotions d'autrui. C'est pour ça que toutes les invitations à prendre du temps, à se pencher sur soi-même, à méditer, à identifier à l'intérieur de soi ce qu'on éprouve, tout ça non seulement renforce votre compréhension de vous-même, mais ça renforce par contre-coup votre compréhension d'autrui. Donc l'empathie émotionnelle pour autrui, elle se construit parallèlement à l'empathie émotionnelle pour soi et vice-versa. L'empathie cognitive, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié vos émotions, en identifier la cause, ce qui n'est pas évident. Il est souvent plus facile de déplacer la cause de ces émotions. Situation bien habituelle, un employé malmené par son patron et qui, en rentrant chez lui, hurle sur ses enfants « Arrêtez de m'emmerder, vous me faites chier tout le temps ». Pas les enfants qui le font chier, c'est le patron. Donc, pouvoir identifier déjà la colère, c'est bien, parce qu'il y a des gens qui vous disent, qui hurlent « Non, je ne suis jamais en colère, arrêtez de m'embêter ». Voilà. Donc, déjà, identifier ces émotions, c'est bien, mais identifier la cause de ces émotions, c'est un vrai travail. Parce qu'il y a beaucoup de situations sociales dans lesquelles on est invité à se cacher la cause de ces émotions. Et d'ailleurs, souvent, ça a été dit, archi-dit, et c'est vrai, on peut le répéter encore, beaucoup de gouvernements détournent la colère de catégories de la population vers d'autres populations qu'ils viennent stigmatiser. Voilà. Vous n'avez pas de boulot, c'est la faute aux immigrés. Voilà, vos enfants n'arrivent pas à avoir de bons résultats à l'école, c'est parce qu'il y a des enfants minables qui les empêchent d'apprendre. Voilà. Donc le fait d'orienter les gens, le fait de manipuler les populations pour qu'elles n'identifient pas clairement la cause de leurs émotions, c'est un truc habituel de manipulation des gouvernements, de tous les gouvernements. Et puis vous avez la troisième forme d'empathie, qui est l'empathie mature. Et donc, je vous disais, celle-là, il faut vraiment l'encourager. Et là aussi, l'encourager dans la compréhension de soi, puisque c'est quoi l'empathie mature pour soi? Mais c'est la capacité de comprendre que finalement, par rapport à la plupart des problèmes de la vie, qui sont quand même des problèmes très compliqués, on peut être partagé. C'est-à-dire, on peut penser une chose, par exemple à 90%, mais aussi penser un peu son contraire. Voilà. Je peux désirer très fort que la France arme l'Ukraine, mais je peux désirer presque aussi fort qu'on s'occupe un peu plus des Français et un peu moins de déverser de l'argent sur l'Ukraine qui pourrait être bien utile dans notre chère patrie. Donc, accepter qu'on ait des points de vue contradictoires à l'intérieur de soi. Alors, pourquoi c'est si important d'avoir des points de vue contradictoires à l'intérieur de soi, de les accepter? Parce que si quelqu'un a un point de vue différent de celui que vous avez finalement choisi,
parce que j'ai plusieurs points de vue, mais j'en choisis un. Je choisis d'en défendre un. Je choisis de militer pour l'un des points de vue. Mais si je reconnais que j'ai plusieurs points de vue à l'intérieur de moi, lorsque je vais rencontrer un interlocuteur qui, lui, a privilégié l'autre point de vue, je vais presque me trouver en situation de familiarité, parce que je reconnais ce point de vue à l'intérieur de moi. Et donc, c'est seulement en reconnaissant la multiplicité des points de vue à l'intérieur de soi qu'on arrive à avoir des échanges sereins, productifs, voilà. Mais si vous partez de l'idée que ce que pense votre interlocuteur, c'est impensable, voire à la limite, c'est inouï, il faut être idiot pour penser ça, ou alors il faut être une vraie bête. Là, vous ne pouvez pas parler avec votre interlocuteur. Soit vous fuyez, soit vous le tuez. Seul choix. Donc acceptez que quel que soit le point de vue de votre interlocuteur, vous pourriez l'adopter dans une autre situation, peut-être, voilà, mais en tout cas, aucun point de vue, ça a été dit, aucun point de vue développé par l'être humain ne peut être qualifié d'inhumain, puisqu'il est produit par un humain. C'est abominable. On est obligé de reconnaître que tous les points de vue fabriqués par les humains sont humains. Et accepter que peut-être, comme l'alcool absolu, vous savez, à 0,2%, un petit monstre à l'intérieur de soi qui pourrait être tenté par ce point de vue, ben c'est bien de le reconnaître, parce que ça permet de parler avec les gens qui ne sont pas encore totalement radicalisés, qui n'ont pas encore basculé, eux, dans l'éventualité de vous chasser ou de vous tuer. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont encore accessibles, donc c'est bien d'avoir soi-même cette accessibilité à la multiplicité des points de vue. Donc c'est en développant cette capacité à la multiplicité des points de vue intérieurs de soi qu'on acquiert le développement de l'empathie mature pour autrui, c'est-à-dire d'accepter que l'autre puisse avoir un point de vue radicalement différent du sien et pouvoir parler. Voilà le slide suivant. Alors après, ça va aller très vite parce que on rentre dans l'empathie réciproque, la capacité de reconnaître que l'autre puisse avoir les mêmes droits que soi, etc. Vous voyez, le droit de s'estimer comme je m'estime moi-même, le droit de bénéficier des mêmes droits civiques, des mêmes droits sociaux, etc. À tâche égale, et puis le droit d'aimer, d'être aimé comme moi. Et puis le slide suivant. On arrive au bout, c'est la cheminée. C'est quoi la cheminée? C'est lorsque deux personnes ont développé l'une et l'autre une empathie mature, elles sont capables d'accepter que l'autre les informe sur elles-mêmes de choses qu'elles ignorent elles-mêmes. C'est Montaigne et la Boétie, hein, voilà, le texte fameux. Mais c'est des choses qu'on rencontre dans des amitiés, parfois dans des relations amoureuses. C'est ces deux personnalités qui ont développé chacune une compétence en empathie mature et qui se rencontrent. Voilà, ça c'est vraiment pour moi la chose que si vous gardez un vague souvenir de ce bateau avec les différentes composantes, voilà, vous êtes armé pour comprendre la complexité de l'empathie. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, l'empathie, elle est constamment menacée. Allez-y, slide suivant. Donc, elle est menacée par les médias numériques, j'en ai dit un mot tout à l'heure, mais on pourra en parler beaucoup plus. La haine sur Twitter, sur Facebook, le rachat par Elon Musk qui veut tout déréguler. Bon, enfin, voilà. L'endoctrinement idéologique précoce. Alors, toutes les dictatures mettent le paquet sur la tranche 8-12 ans. Parce que c'est dans la tranche 8-12 ans que se construit préférentiellement l'empathie mature. Et donc, toutes les dictatures créent, pour cette tranche d'âge-là, des écoles spéciales dans lesquelles on leur rabâche sans arrêt un seul point de vue. Et si en plus ils ont une famille qui leur répète le même point de vue, des religieux qui leur répètent le même point de vue, ben ils grandissent en étant complètement opaques à la possibilité qu'un autre point de vue que le leur soit valable. Et ensuite, vous allez me dire, ça va pouvoir se rattraper. Oui, mais c'est très, très, très compliqué. On sait que dans le développement de l'être humain, il y a ce qu'on appelle des fenêtres d'opportunité. Si un enfant n'apprend pas à parler avant 4-5 ans, on sait qu'on pourra toujours lui apprendre à parler. On pense que même les enfants, les fameux enfants loups, il y a une époque, on pensait que quand c'était perdu, c'était perdu. Non, aujourd'hui, on sait que tout peut toujours être rattrapé dans le développement humain, mais c'est très, très compliqué. Il faut des soins très particuliers, il faut des protocoles très compliqués, et certains n'existent même pas encore d'ailleurs. Et donc, du coup, on sait que quand un enfant entre 8 et 12 ans a été élevé dans un point de vue unique, il pourra changer de point de vue unique. Toutes les armées du monde savent qu'on peut retourner les fanatiques. Un fanatique pour une nation peut devenir un fanatique pour l'autre nation. Un fanatique pour un parti peut devenir un fanatique pour une autre parti. Il restera toujours fanatique. Ce n'est pas trop compliqué de faire changer les fanatiques de camp,
puisque le fanatique, c'est un opportuniste aussi. Donc si on lui dit tu vas faire carrière de notre côté, il fait carrière de leur côté. Tous les extrémistes nazis ont fait carrière dans les services secrets américains pour une partie, et les services secrets russes pour une autre partie. Donc les retourner, c'est pas compliqué. Les déradicaliser, comme on a dit, c'est très très compliqué. D'où d'ailleurs le jeu des 3 figures, qui est une manière de s'occuper des enfants avant qu'ils soient rentrés dans ce que j'appelle la pré-radicalisation. La pré-radicalisation, c'est le fait que même s'ils ne sont pas encore radicalisés dans un camp, dans une religion, ils sont quand même en voie de ne pas construire l'empathie mature, la capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui. Donc les conditions sociales, évidemment, c'est très problématique aussi. Toutes les sociétés qui créent des catégories, les maîtres, comme il y avait encore au début du XXe siècle, l'entrée des maîtres et l'entrée des serviteurs, on voit encore ça dans certains immeubles. Les conditions professionnelles, même chose. Dans toutes les catégories professionnelles, on établit des hiérarchies très fortes. Et les émotions négatives qu'on se cache à soi-même, je disais tout à l'heure, tout ce qu'on se cache à soi-même nous empêche d'identifier les mêmes choses chez les autres. Voilà. Si j'avais 2 heures, je parlerais plus, mais slide suivant, s'il vous plaît. Construire l'empathie, voilà, donc c'est quand même la chose importante, on y arrive. Donc dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de façons de construire l'empathie. Je vous conseille de lire des romans. Conseil de lire des romans, pourquoi? Parce que dans le roman, le lecteur est invité à adopter des points de vue différents du sien. Voilà, et donc varier les romans que vous lisez, voilà, et tous les psychiatres, les psychanalystes savent bien que les femmes d'ailleurs qui sont plus grandes lectrices de romans ont souvent une manière de parler d'elles-mêmes, de leur entourage plus fine, plus subtile, voilà, plus nuancée, parce qu'elles sont aidées par la lecture de romans. Donc lisez des romans, voilà. Pour les enfants, l'éducation artistique et culturelle, mais aussi à tout âge, on va avoir un tableau, on essaye de ressentir ce que le peintre a ressenti, on en parle, voilà, et puis on change de tableau, on écoute un morceau de musique, on en parle, voilà. Cette manière, vous voyez, de changer de point de vue émotionnel, pas seulement cognitif, mais émotionnel. Le roman, l'éducation artistique et culturelle, tout ce qui concerne les débats. De ne pas avoir peur des débats, surtout en famille, c'est bientôt Noël, profitez-en. Je veux dire, la famille est le seul endroit où on peut débattre des sujets qui fâchent en étant sûr de ne pas perdre l'affection de ses proches. Le seul endroit. Parce que cette affection, elle s'enracine dans le sentiment que de toute façon, il y a les fameux liens du sang qui sont plus forts que les dissensions qu'on pourrait avoir. Alors évidemment, il y a des cas extrêmes dans lesquels les gens se fâchent, mais c'est rare qu'ils se fâchent définitivement. Et quand ils se fâchent définitivement, on peut se demander s'il n'y avait pas autre chose derrière qu'une dissension sur un problème, un secret de famille, une amertume d'héritage ou je ne sais quoi. Voilà. Pour avoir longtemps travaillé sur les familles, souvent les grandes dissensions autour des débats d'idées cachent d'autres dissensions. En institution de soins, comme je parle, j'ai bricolé mon PowerPoint parce que c'est cet après-midi ce matin que je suis devenu venir. Donc, mais j'en parle beaucoup dans les hôpitaux. Mais donc voilà, c'est la même chose. Hein. Mais vous savez combien dans les hôpitaux l'empathie est malmenée. Hein, voilà. Avec des conflits d'empathie. Est-ce que je vais continuer à m'occuper bien de quelques malades et laisser les autres à mes collègues, ou bien est-ce que je vais essayer de faire comme mes collègues, de m'occuper plus de malades, mais de m'en occuper mal? Ce qu'on appelle des choix contraints. Dans tous les cas, on est mal. Voilà, tous les cas, on est mal. Et puis à l'école, le travail collaboratif, le débat, voilà, les échanges et le jeu des 3 figures, bien sûr. Slide suivant. Voilà, jeu des 3 figures, donc comme je vous disais, non, comme je vous disais pas, il a été expérimenté, voilà, je vous disais, l'activité théâtrale menée par les enseignants après une formation initiale. Oui, on a fait plusieurs expérimentations et fait démontrer. Slide suivant. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. On a formé des centaines d'enseignants, des milliers d'enfants. Slide suivant. Voilà. Et donc, ce qui est important de comprendre dans le jeu des 3 figures, c'est que ce n'est pas seulement un bénéfice pour les élèves. On s'aperçoit qu'il y a un bénéfice considérable pour les enseignants. Beaucoup d'enseignants ont peur de leurs élèves. 30 élèves qui ne connaissent pas. Beaucoup n'ont pas de formation pédagogique. Hein. Ils connaissent un peu la physique, ils connaissent un peu les mathématiques, mais ils ne savent pas comment gérer 30 mômes.
C'est compliqué. Sans même parler des classes hyper difficiles où il y a des bagarres dans la classe où les tables sont renversées. Non, simplement, il y en a qui sont impertinents. Puis voilà, puis il y en a qui n'ont pas envie d'écouter. Donc, l'idée du jeu des trois figures, c'est de permettre aux enseignants d'expérimenter des formes nouvelles de travail avec leurs élèves. Donc, les élèves, pour aller vite, sont invités à partir d'une image qu'ils ont vue. Donc, parce qu'en 2007, les images violentes étaient beaucoup incriminées d'être à l'origine de la violence des enfants. Donc, c'est pour ça qu'on était parti des images que les enfants ont vues. Ça présente un autre avantage, c'est qu'on ne parle pas de leur vie privée. On ne parle pas de leur vie familiale, on ne parle pas de leur vie dans la cour de récréation, on parle d'images qu'ils ont vues. Et puis ces images qu'ils ont vues, à partir de là, ils en parlent. L'enseignant fabrique un petit squelette avec ça qu'ils ont vu, et à partir des images qu'ils ont vues. Puis les enfants construisent une histoire ensemble, puis ils la jouent ensemble. Comment est-ce que l'empathie va fonctionner? Elle va fonctionner à chaque phase du jeu des trois figures, mais surtout dans la dernière phase, qui est que tous les enfants volontaires, je dis bien volontaires pour jouer, vont devoir obligatoirement jouer tous les rôles. Un homme attaque une banque, il tue la dame qui est au guichet, il se fait tabasser par un policier. Voilà, et qui joue, qui veut jouer, et les enfants vont jouer alternativement tous les rôles, et ils vont discuter de ce qu'ils ont ressenti, de manière à mettre des mots sur les émotions qu'ils ont éprouvées, et à pouvoir confronter ces émotions entre eux. Et donc, utilité pour les élèves, mais utilité pour les enseignants qui vont s'apercevoir, et on a beaucoup de retours là-dessus, ils vont s'apercevoir que finalement, leurs élèves ont beaucoup plus de capacité d'autogestion que ce qu'ils ne le croyaient. Au début, évidemment, le jeu des trois figures, comme les règles sont différentes des règles scolaires habituelles, les enfants tirent un peu dans tous les sens pour voir ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Mais comme on les contrôle bien, les enseignants, on les briefe, on discute avec eux chaque semaine par une plateforme dédiée. Du coup, on les invite à rappeler toujours les règles. Et après 2 mois, 3 mois, les enfants ont intériorisé les règles et du jeu des trois figures. Et l'enseignant s'aperçoit qu'il y a des processus spontanés d'entraide, de collaboration, de soutien mutuel qui se mettent en place. Donc aussi une expérience très positive pour les enseignants. Et puis pour l'établissement, un levier de prévention du harcèlement et de la violence. C'est essentiellement là-dessus que les expérimentations ont porté. Avec l'idée, je terminerai là-dessus, qu'il ne faut pas trop compter, à mon avis, sur la possibilité de faire évoluer les agresseurs. Pourquoi? Parce que très souvent, les agresseurs, pratiquement toujours, les agresseurs sont ou ont été des agressés. Et rien ne fait plus peur à un agresseur que de se retrouver en situation d'agressé. Il y a même eu chez les adultes des études dans les prisons américaines qui montrent que les pires de pires des prisonniers, ceux qui sont capables de tuer pour un oui ou pour un non, ils ont été terriblement humiliés. Ils ont été terriblement humiliés. Et qu'en fait, ils craignent à chaque fois qu'on les bouscule un peu ou qu'on leur parle un peu brutalement, ils craignent d'être humiliés à nouveau. Et c'est tellement insupportable qu'ils agressent très très violemment la personne dont ils craignent qu'elle leur manque de respect. Et donc les agresseurs, qui sont très souvent toujours à l'école, des enfants agressés dans leur famille ou dans la rue ou dans la cour de l'immeuble, ils sont agresseurs à l'école, mais ils sont agressés ailleurs. Eh bien, l'idée, c'est qu'on va s'appuyer sur la capacité des victimes à dénoncer l'agression. C'est-à-dire qu'aucune victime, c'est le premier objectif du jeu des trois figures, qui fonctionne bien en maternelle et dans les premières classes élémentaires, parce que là, vous l'avez compris d'après mon petit schéma, l'empathie mature est en germe, mais elle n'est pas encore en voie de construction réelle. Et donc, ce qui va bien fonctionner avec les tout-petits, c'est l'idée que personne ne doit jamais se laisser agresser sans protester. Protester d'abord contre l'agresseur, puis ensuite aller porter sa plainte auprès d'un tiers. Et pourquoi c'est si important de protester contre l'agresseur? Parce que des gens me disent, nous auditerons, quand on est violé, si on proteste, ça ne change pas grand-chose. Je dis oui, c'est vrai. Sur le moment, il ne faut pas se faire d'illusions, ça ne fait pas changer l'agresseur d'avis. Mais en revanche, ça permet plus facilement de porter sa plainte auprès d'un tiers, parce que la première question que va porter le tiers, qu'il s'agisse d'un commissaire de police ou qu'il s'agisse d'un enseignant, ça va être: est-ce que tu lui as dit que ça te faisait mal? Est-ce que tu lui as dit que pour toi, ce n'était pas du jeu? Est-ce que tu lui as dit que tu ne voulais pas qu'il te fasse ça? Et lorsque l'enfant ou l'adulte a protesté, au moment de l'agression, il va pouvoir dire: oui, j'ai protesté, et du coup, sa plainte deviendra crédible
pour lui et pour son interlocuteur. Donc ça peut choquer parfois, mais je dis toujours que la solution, elle viendra des personnes agressées, c'est-à-dire de leur capacité à ne plus jamais se laisser agresser sans protester pour porter leur plainte ensuite auprès d'un tiers. Et on voit bien dans le mouvement MeToo hein, comment ça c'est en train de changer la manière de voir les choses. Voilà, ben écoutez, j'ai à peine un petit peu dépassé, je m'en excuse. Merci de votre attention en tout cas.